car j'ai découvert une grande vérité, à savoir que les hommes habitent et que le sens des choses change pour eux selon le sens de la maison, et que le chemin, le champ d'orge et la courbe de la colline sont différents pour l'homme selon qu'il compose ou non un domaine. Car voilà tout à coup cette matière disparate qui s'assemble et pèse sur le cœur. Et celui-là n'habite point le même univers qui habite ou non le royaume de Dieu. Et qu'ils se trompent, les infidèles qui rient de nous, et qui croient courir les richesses tangibles quand il n'en est point. Car s'ils convoitent ce troupeau, c'est déjà par orgueil. Et les joies de l'orgueil elles-mêmes ne sont point tangibles. Ainsi de ceux qui croient le découvrir en le divisant, mon territoire, il y a là, disent-ils, des moutons, des chèvres, de l'orge, des demeures et des montagnes. Et quoi de plus? Et ils sont pauvres de ne rien posséder de plus. Et ils ont froid. Et j'ai découvert qu'ils ressemblent à celui-là qui dépaisse un cadavre. La vie, dit-il, je la montre au grand jour. Ce n'est que mélange d'os, de sang, de muscles et de viscères. Quand la vie était cette lumière des yeux qui ne se lit plus dans leur centre, quand mon territoire est bien autre chose que ces moutons, ces champs, ces demeures et ces montagnes, mais ce qui les domine et les noue, mais la patrie de mon amour. Et les voilà heureux s'ils le savent, car ils habitent ma maison. Et les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Car il est bon que le temps qui s'écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre comme la poignée de sable, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. Ainsi, je marche de fête en fête et d'anniversaire en anniversaire, de vendange en vendange, comme je marchais enfant de la salle du conseil à la salle du repos, dans l'épaisseur du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens. J'ai imposé ma loi, qui est comme la forme des murs et l'arrangement de ma demeure. L'insensé est venu me dire « Délivre-nous de tes contraintes, alors nous deviendrons plus grands. » Mais je savais qu'ils y perdraient d'abord la connaissance d'un visage, et ne plus l'aimer, la connaissance d'eux-mêmes. Et j'ai décidé malgré eux de les enrichir de leur amour. Car ils me proposaient, pour s'y promener plus à l'aise, de jeter bas les murs du palais de mon père où tous les pas avaient un sens. C'était une vaste demeure avec l'aile réservée aux femmes et le jardin secret où chantait le jet d'eau. Et j'ordonne que l'on fasse ainsi un chœur à la maison, afin que l'on y puisse et s'approcher et s'éloigner de quelque chose, afin que l'on y puisse et sortir et rentrer. Sinon, l'on n'est plus nulle part. Et ce n'est point être libre que de n'être pas. Il y avait aussi les granges et les étables, et il arrivait que les granges fussent vides et les étables inoccupées. Et mon père s'opposait à ce que l'on se servît des unes pour les fins des autres. La grange, disait-il, d'abord est une grange, et tu n'habites point une maison si tu ne sais plus où tu te trouves. Peu importe, disait-il encore, un usage plus ou moins fertile. L'homme n'est pas un bétail à l'engrais, et l'amour pour lui compte plus que l'usage. Tu ne peux aimer une maison qui n'a point de visage et où les pas n'ont point de sens. Il y avait la salle réservée aux seules grandes ambassades, et que l'on ouvrait au soleil les seuls jours où montait la poussière de sable soulevée par les cavaliers, et à l'horizon ces grandes oriflammes où le vent travaillait comme sur la mer. Celle-là, on la laissait déserte à l'occasion des petits princes, sans importance. Il y avait la salle où l'on rendait la justice, et celle où l'on portait les morts. Il y avait la chambre vide, celle dont nul jamais ne connut l'usage, et qui peut-être n'en avait aucun,
sinon d'enseigner le sens du secret et que jamais on ne pénètre toute chose. Et les esclaves, qui parcouraient les corridors portant leurs charges, déplaçaient de lourdes tentures qui croulaient contre leurs épaules. Ils montaient des marches, poussaient des portes et redescendaient d'autres marches, et selon qu'ils étaient plus près ou plus loin du jet d'eau central, se faisaient plus ou moins silencieux, jusqu'à devenir inquiets comme des ombres aux lisières du domaine des femmes dont la connaissance par erreur leur eût coûté la vie. Et les femmes elles-mêmes, calmes, arrogantes ou furtives, selon leur place dans la demeure. J'entends la voix de l'insensé. Que de places dilapidées, que de richesses inexploitées, que de commodités perdues par négligence. Il faut démolir ces murs inutiles et niveler ces courts escaliers qui compliquent la marche. Alors l'homme sera libre. Et moi je réponds, alors les hommes deviendront bétail de places publiques et de peur de tant s'ennuyer, inventeront des jeux stupides qui seront encore régis par des règles, mais par des règles sans grandeur. Car le palais peut favoriser les poèmes, mais quel poème écrire sur la niaiserie des dés qu'ils lancent? Longtemps peut-être encore ils vivront de l'ombre des murs dont les poèmes leur porteront la nostalgie, puis l'ombre elle-même s'effacera et ils ne les comprendront plus. Et de quoi désormais se réjouirait-il? Ainsi de l'homme perdu dans une semaine sans jour ou une année sans fête, qui ne montre point de visage. Ainsi de l'homme sans hiérarchie et qui jalouse son voisin, si en quelque chose celui-ci le dépasse et s'emploie à le ramener à sa mesure. Quelle joie tireront-ils ensuite de la mare étale qu'ils constitueront? Moi, je recrée les champs de force. Je construis des barrages dans les montagnes pour soutenir les eaux. Je m'oppose ainsi injuste aux pentes naturelles. Je rétablis les hiérarchies là où les hommes se rassemblaient comme les eaux, une fois qu'elles se sont mêlées dans la mare. Je bande les arcs. De l'injustice d'aujourd'hui, je crée la justice de demain. Je rétablis les directions là où chacun s'installe sur place et nomme bonheur ce croupissement. Je méprise les eaux croupissantes de leur justice et délivre celui qu'une belle injustice a fondé. Et ainsi j'ennoblis mon empire. Car je connais leur raisonnement. Ils admiraient l'homme qu'a fondé mon père. Comment oser brimer, se sont-ils dit, une réussite si parfaite? Et au nom de celui-là que de telles contraintes avaient fondé, ils ont brisé ces contraintes. Et tant qu'elles ont duré dans le cœur, elles ont encore agi. Puis peu à peu, on les a oubliées. Et celui-là, que l'on voulait sauver, est mort. C'est pourquoi je hais l'ironie qui n'est point de l'homme, mais du cancre. Car le cancre leur dit « Vos coutumes ailleurs sont d'autres, pourquoi n'en point changer ?» De même qu'il leur eût dit « Qui vous force d'installer les moissons dans la grange et les troupeaux dans les étables ?» Mais celui qui est dupe des mots, car il ignore ce que les mots ne peuvent saisir. Il ignore que les hommes habitent une maison. Et ces victimes qui ne savent plus le reconnaître commencent de le démanteler. Les hommes dilapident ainsi leur bien le plus précieux, qui est le sens des choses. Et ils se croient bien glorieux, les jours de fête, de ne point céder aux coutumes, de trahir leurs traditions, de fêter leur ennemi. Et certes, ils éprouvent quelques mouvements intérieurs dans les démarches de leur sacrilège. Tant qu'il y a sacrilège, tant qu'ils se dressent contre quelque chose qui pèse encore contre eux, et ils vivent de ce que leur ennemi respire encore, l'ombre des lois les gêne assez encore pour qu'ils ne sentent contre les lois. Mais l'ombre elle-même bientôt s'efface. Alors ils n'éprouvent plus rien, car le goût même de la victoire est oublié. Et ils bâillent. Ils ont changé le palais en place publique, mais une fois usé le plaisir de piétiner la place avec une arrogance de matamore, ils ne savent plus ce qu'ils font là, dans cette foire,
Et voilà qu'il rêve vaguement de reconstruire une maison aux 1000 portes, aux tentures qui croulent sur l'épaule, aux antichambres lentes. Voilà qu'il rêve d'une pièce secrète qui rendrait secrète toute la demeure. Et sans le savoir, l'ayant oublié, il pleure le palais de mon père où tous les pas avaient un sens. C'est pourquoi, l'ayant bien compris, j'oppose mon arbitraire à cet effritement des choses, et n'écoute point ceux qui parlent de pentes naturelles, car je sais trop que les pentes naturelles grossissent les mares de l'eau des glaciers et nivellent les aspérités des montagnes, et rompent le mouvement du fleuve, quand il s'étale dans la mer en 1000 remous contradictoires. Car je sais trop que les pentes naturelles font que le pouvoir se distribue et que les hommes s'égalisent. Mais je gouverne et je choisis, sachant bien que le cèdre aussi triomphe de l'action du temps qui devra l'étaler en poussière, et d'année en année édifie contre la force même qui le tire vers le bas l'orgueil du temple de feuillage. Je suis la vie et j'organise. J'édifie les glaciers contre les intérêts des mares. Peu m'importe si les grenouilles coassent à l'injustice, je réarme l'homme pour qu'il soit. C'est pourquoi je néglige le bavard imbécile qui vient reprocher au palmier de n'être point cèdre, au cèdre de n'être point palmier, et mélangeant les livres, tend vers le chaos. Et je savais bien que le bavard a raison dans sa science absurde, car hors la vie, cèdre et palmier s'unifieraient et se répandraient en poussière. Mais la vie s'oppose au désordre et aux pentes naturelles. C'est de la poussière qu'elle tire le cèdre. La vérité de mes ordonnances, c'est l'homme qui en naîtra. Et les coutumes, et les lois, et le langage de mon empire, je ne cherche point en eux-mêmes leur signification. Je sais trop bien qu'en assemblant des pierres, c'est du silence que l'on crée, lequel ne se lisait point dans les pierres. Je sais trop bien qu'à force de fardeaux et de bandeaux, c'est l'amour que l'on vivifie. Je sais trop bien que celui-là ne connaît rien qui a dépecé le cadavre et pesé ses os et ses viscères, car os et viscères ne servent de rien par eux-mêmes, non plus que l'encre et la pâte du livre. Seule compte la sagesse qu'apporte le livre, mais qui n'est point de leur essence. Et je refuse la discussion, car il n'est rien ici qui se puisse démontrer. Langage de mon peuple, je te sauverai de pourrir. Et je me souviens de ce mécréant qui visita mon père. Tu ordonnes que chez toi l'on prie avec des chapelets de 13 grains. Qu'importe 13 grains, disait-il. Le salut n'est-il pas le même si tu en changes le nombre ? Et il fit valoir de subtiles raisons pour que les hommes priassent sur des chapelets de 12 grains. Moi, enfant, sensible à l'habileté du discours, j'observais mon père, doutant de l'éclat de sa réponse, tant les arguments invoqués m'avaient paru brillants. Dis-moi, reprenait l'autre, en quoi pèse plus lourd le chapelet de 13 grains ? Le chapelet de 13 grains, répondit mon père, pèse le poids de toutes les têtes qu'en son nom j'ai déjà tranchées. Dieu éclaira le mécréant qui se convertit.